Bienvenue dans Confidence d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout dirigeant du cabinet de fusion-acquisition, conseil, finance et transmission. Chaque premier mardi du mois, nous revenons avec un invité entrepreneur sur son parcours tout en faisant un zoom sur une problématique ou une opération qu'il ou elle a dû traverser. Cela peut être une reprise familiale, une transmission, un dépôt de bilan ou bien même le retournement d'une entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler du changement de vie suite à la vente de son entreprise avec Alexandre Ducœur, fondateur de la start-up Studapart qu'il a vendue en 2024 pour une valorisation supérieure à 55 millions d'euros. On va parler d'entrepreneuriat, mais aussi surtout parler d'exit, c'est-à-dire la sortie de sa boîte suite à la vente de ses titres. Et nous allons faire un zoom sur la vie d'après. Parce que tout l'enjeu de notre discussion sera sur le comment on fait à 31 ans, quand on est multimillionnaire, mais qu'on n'a plus de boulot. Comment on fait pour trouver sa voie, résister à la pression sociale de ne pas partir comme un V2 sur le premier projet qui vient, ne pas non plus faire des projets que par ego, et surtout, ne pas s'encrouter à aller au tennis club de Bordeaux, tous les jours entouré d'autres rentiers. Alexandre va nous expliquer comment il essaye de garder la tête froide, mais productive, alors que techniquement, il n'a plus besoin de travailler sur plusieurs générations. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être venu dans nos nouveaux bureaux de conseil financier transmission à Bordeaux. Bienvenue sur notre terrasse, on est fiers de l'avoir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter très rapidement, juste savoir un peu qui tu es? Ok, moi je suis Alexandre Ducœur, j'ai 31 ans. Donc, je vis à Bordeaux depuis 2021. J'ai grandi dans le Val d'Oise et j'ai un parcours d'entrepreneur puisque à 18 ans, j'ai monté ma première société, Studapart, que j'ai cédée en plusieurs tranches entre 2022 et 2024. Et depuis, je suis toujours entrepreneur. Je monte un nouveau projet. Comment est-ce que tu résumerais ton parcours si tu devais le faire en une phrase ou deux phrases? Parcours d'entrepreneur, sortie d'école. J'ai quitté l'école pour me concentrer à 100% sur ma boîte après 3 ans. Et c'est un parcours du coup atypique d'entrepreneur bootstrap, puis avec un petit peu de levée de fonds. Ok. D'ailleurs, c'était l'une des dernières questions que j'avais, mais j'en profite, je saisis la balle au bon. Est-ce que ça a été un frein pour toi de t'arrêter au niveau licence? Oui, je pense que ça a été un frein au début parce que l'écosystème était très tourné sur un profil type d'entrepreneur qui devait avoir déjà de l'expérience quand on a monté la boîte en 2013. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On regarde les profils atypiques comme pouvant aussi faire des success stories. Le frein qui était un frein au début, je pense, c'est moins un frein aujourd'hui. Alors, ton enfant est tout petit, mais quand il sera en âge de comprendre, d'ici 1 an ou 2, 3 ans peut-être, comment est-ce que tu lui définirais ton métier actuel? Mon métier actuel, c'est un métier déjà passionnant. C'est un métier de rencontre et de détection d'opportunités. Moi, mon métier, c'est de trouver des failles dans des marchés, de m'engouffrer dans ces failles-là pour essayer de trouver des solutions. Super. On va changer un peu le modus operandi par rapport à d'habitude. On va spoiler d'entrée de jeu le sujet qui va nous amener au cours de la discussion, mais pour que les gens comprennent le fil rouge de cet entretien. On est là pour parler d'entrepreneuriat, bien sûr, mais on est aussi là pour parler d'exit. Donc c'est quand tu as vendu les parts de ta société et que donc tu n'es plus opérationnel dans la dite société. On va faire un zoom sur l'après. Une fois que tu as vendu, alors on peut le dire, tu as vendu plusieurs millions, voire dizaines de millions de ta société à 30, 31 ans. On n'est pas là pour parler du montant, on est là plus pour parler de ce que ça engendre. Toi, en tant que personne physique qui est implantée. Et surtout, l'après. Comment est-ce qu'on gère l'après? Mais avant ça, on va revenir un peu sur ton parcours. Présenter un petit peu ce que tu as fait. Tu l'as dit, tu as entrepris dès 18 ans. Est-ce que tu peux nous parler de comment c'est venu déjà cette Studapart? J'imagine que c'est venu d'un besoin personnel ou d'une identification de faille, comme tu le dis. Avec mon associé, du coup, on s'est rencontrés en première année d'école de commerce. On a tous les deux des parents qui étaient de près ou de loin entrepreneurs. Donc, je pense qu'on avait déjà cette fibre de par nos repas de famille qui, comme lui, comme moi, parlait beaucoup d'entrepreneuriat et d'entreprise. Et puis, c'est venu d'un problème qu'on a tous les deux vécu, la recherche d'un appartement à Paris. Quand on est étudiant, qui étions plutôt classe moyenne, on a quand même galéré très fortement pour trouver un appart.
Et on s'est dit, en fait, c'est dingue qu'il y ait en 2013, alors que le digital est déjà hyper implanté, toujours pas de solution pour nous mettre en relation avec les étudiants des années précédentes qui ont tous libéré un appartement dans les mêmes quartiers qu'on recherchait. Et donc, à partir de ce constat, on s'est dit, OK, il y a un truc à faire. On cherche un appartement comme nos parents recherchaient. Donc, avec les technologies actuelles, on peut peut-être changer la donne. Ok. Est-ce que tu peux présenter Studapart pour ceux qui ne connaissent pas ? Ouais, Studapart, c'est une marketplace de réservation de logement, du coup, spécialisée sur le moyen long séjour, donc toutes les réservations de plus de 1 mois. Et c'est un parcours de réservation en ligne qu'on peut réserver soit après une visite, ou soit directement en ligne son appartement. Je schématise, mais c'est le Airbnb de la location longue, quoi. Exactement. Ok, super. Pourquoi avoir décidé de t'associer dès le départ ? Parce que vous avez eu l'idée en même temps ou c'est qu'il y avait une vertu ? Je pense que c'était pas conscientisé au moment où on s'est associé, mais a posteriori, je pourrais dire que c'était une bonne intuition puisque lancer une entreprise seule, c'est très compliqué et c'est plus sympa à deux. Et je vais faire le cliché, mais vous êtes 2 étudiants, vous n'avez pas un rond, vous avez vos études à gérer et en plus de ça, vous créez une boîte. Comment vous avez démarré le jour 1 ? C'est quoi le jour 1 selon toi ? Le jour 1, c'est l'étude de marché. Donc, chacun de notre côté, on creuse l'idée qu'on a échangée ensemble. Puis, j'ai envie de dire que ça nous a poursuivi les premières semaines. Et après, on a la chance d'être pris dans l'incubateur de notre école. Donc, on commence à rentrer un petit peu dans un parcours entrepreneurial en même temps que nos études, qui, fort heureusement, n'était pas extrêmement ambitieuse, puisqu'on est en école de commerce post-bac, qui laisse quand même beaucoup de temps, et qui n'est pas non plus l'endroit où, comme en prépa, tu vas travailler 50-60 heures par semaine. Ça a été quoi pour toi les grandes étapes ? Si tu dois faire une frise chronologique tu es resté 9 ans 11 ans. Ouais. 11 ans, pardon. Et tu as commencé à vendre au bout de la 9e année. Ouais. Quelles sont les grandes étapes, selon toi ? Est-ce que c'est le premier recrutement ? La première année rentable, c'est quoi ? Je pense que la première étape classique, c'est trouver ce qu'on appelle le product market fit. C'est d'arriver à faire en sorte que ta société, elle trouve sa proposition de valeur pour laquelle on est prêt à la payer. Donc ça, c'est une étape qui nous a pris, nous, un peu plus de 24 mois. Donc 24 premiers mois, vraiment, où on fait énormément de publicité et de communication autour de notre projet parce que la problématique du logement étudiant, c'est un marronnier, mais notre positionnement sur le marché ne permettait pas en fait de considérer qu'on avait un product market fit puisqu'on n'avait pas de revenus. Et puis 24 mois plus tard, en fait, on twist notre modèle pour arriver sur un modèle où on passe par les écoles et universités pour proposer nos services. Et là, les écoles commencent à nous rémunérer, à nous apporter des clients. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une phase d'accélération où on lève des fonds, du coup, avec Isaïe et ses souscripteurs, qui est un fonds d'investissement en France qui investit beaucoup dans la tech. Et cette phase d'accélération, c'est les recrutements clés, la capacité de développer une plateforme digne de ce nom, capable de venir concurrencer des plateformes comme tu as parlé, type Airbnb, où les gens ont vraiment en tête la fluidité d'un parcours pour réserver un appartement en ligne. Donc, c'est réussir à développer ça sur notre marketplace. Après, la troisième étape, c'est, j'ai envie de dire, l'acquisition de notre concurrent français en 2020, où du coup, ça nous permet de passer une étape de trafic importante qui nous positionne vraiment leader sur notre marché, puisque à ce moment-là, on fait un peu plus de 30 000 transactions chaque année, ce qui est plus que les plus grosses agences traditionnelles, type Foncia, Citia, Nexity. Et puis enfin, la cession, l'adossement à une autre marketplace internationale. Quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que tu avais embauché une directrice générale. Ouais. Comment ça t'est venu, ça, déjà ? C'est quoi ton raisonnement qu'il y a eu derrière ça ? Alors, on a recruté d'abord une directrice produit qui est ensuite devenue directrice marketing et opération pour enfin devenir directrice générale. Donc, l'idée, c'était clairement dans cette phase de structuration de comprendre avec mon associé qu'on était bon pour avoir des idées business intéressantes et qu'il nous fallait des bras armés opérationnels pour savoir structurer les opérations, les process et engager les équipes au quotidien.
Tu vois, pour moi, tu as fait preuve d'une immense maturité. On rencontre énormément de dirigeants d'entreprise, nous, tous les ans. Et la plupart d'entre eux, quand on leur dit, quand ils sont un peu fatigués, mais qu'ils sont pas prêts à vendre, etc., mais prenez un directeur général. Oh, non, putain, il sera moins bon que moi. Ou... Bref, ils sont pas prêts à lâcher les rênes. Vous avez quel âge quand vous dites on va donner les règles opérationnelles à un tierce, finalement? Je pense que l'étape de lever des fonds, donc d'avoir des actionnaires au capital, c'est déjà une étape qui nous fait comprendre que l'intérêt économique de l'entreprise est parfois différent de notre personne physique opérationnelle. L'entreprise, parfois, on peut être un booster pour elle ou un frein. Et je pense que cette première étape déjà dans notre apprentissage, elle est importante, c'est qu'on comprend que la boîte elle a une valeur et que cette valeur, notre objectif en tant qu'actionnaire, c'est de la préserver et de la développer. Donc nos intérêts finalement sont alignés à faire en sorte de recruter les meilleures personnes possibles pour faire grandir l'intérêt social et économique de la boîte pour laquelle on détient des actions. Et donc vraiment notre démarche, elle est en 2017-2018, donc 5 ans après la création, où la boîte commence à passer certaines étapes et surtout on est sur des croissance à 3 chiffres. On multiplie par 2, voire 2,5 notre chiffre d'affaires chaque année à ce moment-là. Donc, on recrute beaucoup, il faut structurer et c'est pas forcément la partie sur laquelle nous, on se sentait les plus heureux avec mon associé. Donc, on sait qu'on a besoin de personnes qui ont, à contrario de nous, accumulé de l'expérience, passé dans d'autres boîtes plus matures, plus grosses. Donc voilà. Ouais, tu as différencié le rôle de présidence, qui est de donner la ligne d'horizon, et la direction opérationnelle générale, finalement. Oui. Encore une fois, moi, je suis... Tu as dit tout à l'heure, quand le fonds d'investissement est arrivé, ça nous a changé un peu notre paradigme. T'as eu la sensation de vendre ton bébé. T'as jamais eu ce bébé-là, finalement, ou c'était juste un projet, une entreprise, et t'es venu et t'as ouvert les portes de l'entreprise pour pouvoir avoir accès à autre chose. Quelle est ton aversion par rapport au fait de faire rentrer un fonds? Je pense que moi, j'ai pas d'aversion particulière au fait de faire rentrer un fonds. Il faut savoir le jeu auquel tu joues. Nous, le fonds, il nous a moins servi pour l'argent que pour le réseau. Encore une fois, c'était notre première boîte. On a eu la chance de faire entrer des personnes qui avaient une expérience très significative dans la tech, puisque c'est un fonds d'entrepreneurs. Donc, ils étaient aussi très entrepreneurs dans leur approche. La preuve, c'est qu'ils ont misé sur des gens qui avaient 20 ans, très peu de revenus à l'époque. Donc, on avait vraiment une bonne relation avec ces fonds-là. Donc, pour moi... chacun des fonds ne se ressemble pas forcément. L'idée, c'est plutôt, est-ce que on pense que notre entreprise peut aller plus loin avec des partenaires qui soient financiers ou effectivement salariés? Pour moi, la logique, c'est la même. Encore une fois, moi, j'ai jamais considéré que Studapart, c'était mon bébé. Tu faisais parallèle en disant que j'avais un enfant en bas âge. Pour moi, une entreprise, ça n'a rien à voir avec un enfant. Au contraire, encore une fois, il faut vraiment distinguer l'intérêt social de l'entreprise qui peut être totalement différent de l'intérêt du dirigeant, personne physique, qui peut avoir moins à apporter à une certaine période à l'entreprise et il faut savoir l'accepter, ou au contraire, énormément encore à apporter. Et du coup, il faut savoir aussi se faire confiance dans ces moments-là. Tu m'as dit également, quand on a préparé l'interview, lors de ta première levée de fonds, juste après, vous êtes allé boire un café et on t'a posé la question de à combien tu vends. Je sais plus si c'était 2 millions chacun ou 2 millions de valo global. Non, c'était quel est ton fucking money. Donc, c'est vraiment la somme qui, pour toi, donc qui était liée évidemment à la valorisation de la boîte, mais c'est quoi le montant qui, pour toi, te permettrait de te sentir à l'abri et du coup, qui est le montant qui te ferait céder l'entreprise. Mais c'est pas le montant de la valorisation de l'entreprise, c'était vraiment à titre perso, l'argent que tu récupères pour toi. Tu vois, c'est marrant parce que nous, on nous dit souvent 2 millions. Alors que toi, tu m'as expliqué qu'avec ton associé, vous avez tous les deux répondu unanimement 2 millions.
Et ça m'a fait marrer parce que c'est souvent un montant qu'on entend. Pourquoi, selon toi, 2 millions, on est tranquille ? Déjà, c'était pas du tout mature de notre part de penser qu'avec 2 millions, on était tranquille. Je sais pas, en fait, ça dépend. En fait, le montant, il dépend énormément de son contexte personnel et de ses envies. Je pense qu'on n'avait pas du tout la maturité à 22 ans ou 20 ans, peut-être, quand on a levé des fonds en 2015. Donc, ouais, on avait 21 ans. On a donné ce chiffre. Je sais pas si vraiment là, on savait ce que ça représentait. Après, ce qui est sûr, c'est que 2 millions d'euros, c'est une somme énorme qui te permet d'être quand même sécurisé pour beaucoup d'années. Encore faut-il bien le placer, l'investir, quoi. Ouais. Tu vas pouvoir témoigner, mais tu m'as dit, plus cet objectif se rapproche, plus tu le pousses plus loin. Comment tu peux l'expliquer ? En fait, parce que vous avez atteint cet objectif relativement rapidement, si ça se trouve, et finalement, t'as poussé plus loin et t'as poussé plus loin. C'est quoi la mécanique derrière ? La mécanique, pour moi, c'est un escalier. Quand tu es tout en bas de l'escalier, tu te dis que déjà la 3e marche, ça sera génial. Et puis en fait, quand tu t'es vu capable de monter les 3 premières marches et que c'est assez clair le chemin vers les 6 suivantes, tu te dis en fait, c'est dommage de s'arrêter à la 3e marche. Et qu'en fait, du coup, l'appétit vient en fait en montant les marches. Et donc, voilà, je pense que du coup, on s'est rendu compte rapidement que c'était pas forcément une question de montant, même si cette question-là, j'ai trouvé qu'elle était assez smart parce que justement, elle ancre le fait que tu joues quand même à un jeu où ta société a une valeur et il faut dissocier toi en tant que fondateur justement le fait que c'est pas ton bébé justement, enfin que ça a une valeur et que l'objectif c'est qu'elle puisse te faire vivre aussi une partie de tes rêves perso si jamais t'en as et que ton rêve c'est pas forcément de l'avoir toute ta vie. Alors qu'un bébé, tu resteras le parent de cet enfant toute ta vie. Et donc, je trouve que ça avait cet avantage-là, cette question, mais fondamentalement, c'était pas ça qui nous drivait au quotidien. Ce qui nous drivait au quotidien, c'est notre capacité à monter les marches et qu'évidemment, si tu les montes bien, la valeur de ta société augmente et donc ça se traduit par un montant que tu peux en espérer à titre personnel qui est supérieur. Et tu vois, quand j'ai préparé cette interview, ça m'a fait penser un peu à 2 séries, notamment Narcos et Breaking Bad, où en fait se fixe un objectif tous les deux au début de la série. Et puis en fait, ils dealent de la drogue pour pouvoir gagner de l'argent, un pour payer son cancer, l'autre pour mettre sa famille à l'abri et devenir politicien. Et en fait, les deux dépassent très largement cet objectif relativement rapidement et ils poussent et en fait, ils ne s'arrêtent jamais. Ça s'arrête assez brutalement pour les 2 histoires. Toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, t'as dit, bon allez, c'est bon, on a le bon chiffre, on arrête ? Ou alors est-ce que c'est l'opportunité qui a fait de la ronde d'ailleurs ? Je pense que le premier élément, c'est qu'on était sur un marché compliqué. On faisait de la marketplace, on était en B2C, on faisait du logement étudiant et on avait trouvé une martingale qui fonctionnait bien avec des énormes marges. Et donc, on aurait pu se dire que en fait, c'était la boîte qui allait nous générer 2-3 millions de revenus nets par an et qu'on allait la garder. Ça a été une réflexion à un moment donné. Et après, on s'est dit, mais en fait, pour nous, ce qui est important, c'est la fougue du début, c'est vraiment l'apprentissage du quotidien. Et je pense qu'au moment où on a compris que cette société n'allait plus nous faire apprendre autant qu'on en avait appris, on s'est dit, OK, en fait, on a un petit peu un lassement de notre côté, d'être opérationnel dans cette boîte. Et donc, c'était le bon moment pour nous de vendre, sachant qu'en plus, l'opportunité est aussi venue en 2021, où les valeurs technologiques, elles sont au plus haut. Enfin, je dis au plus haut. Enfin, en tous les cas, elles sont très hautes. Je ne sais pas si un jour, si ça ira plus bas plus tard, mais en tous les cas, elles étaient quand même sur des valeurs très élevées, où on valorisait énormément le potentiel. Et donc, on est arrivé très vite en fait sur un prix psychologique pour nous parce que c'était quelque chose qu'on avait plutôt projeté fin 2023 et on était prêt à nous le payer en 2021. Donc, sur la base des résultats que nous on projetait en 2023, on était prêt à nous les payer alors même qu'on n'avait pas fait ni les résultats 2022 ni les résultats 2023. Donc, on s'est dit ouais, c'est la bonne opportunité. À titre personnel, ça nous sécurise pour notre vie et vraisemblablement pour plusieurs générations. Ça nous redonne aussi, alors qu'on est très jeune, toute notre liberté pour réentreprendre, faire les projets qu'on a envie. Donc, c'était le bon moment pour nous. T'as eu cette sensation du jackpot, d'avoir un peu cassé la banque ?
ou c'est normal et c'est juste que c'est parce que vous avez beaucoup travaillé et c'était une valo normale? J'ai pas eu cette sensation du jackpot parce que ça restait quand même une jolie boîte qui avait des jolis revenus. Studapart, quand on est sorti, ça faisait plus de 10 millions d'euros de revenus, plus de 20% d'EBITDA. Donc, on n'était pas sur un hold-up qui était juste basé sur du potentiel. Il y avait quand même un actif qui, de base, avait une valeur. Ce qui est sûr, c'est que cette valeur-là, on l'a transformée sur des valorisations qui étaient des valorisations tech, et du coup avec des multiples qui sont pas ceux des multiples industriels avec ces mêmes montants d'EBITDA ou de revenus. Tu mets la fourchette basse de la valorisation sur ton profil LinkedIn, on peut peut-être en parler. Ouais. Enfin, plus à toi d'en parler que moi, mais Ouais. on a quand même un très très gros montant, un très très gros multiple. Alors ils anticipent la valorisation, enfin les gains futurs, mais Ouais. Ouais, bah non, mais clairement, c'est la raison pour laquelle nous, en fait, tu joues pas au même jeu en fonction du stade. Nous, on a 0 € en poche à titre personnel au moment où on vend la société, donc pour nous, en fait, c'est énorme. Après, pour ceux qui font le pari, qui ont déjà beaucoup d'argent, qui ont plusieurs lignes du coup dans leur portefeuille de plusieurs actifs, acheter un actif comme Studapart, c'est un actif stratégique. Parce que on est sur un segment en croissance, parce que on n'avait pas encore fait l'international, parce qu'il y a encore énormément de potentiel à aller chercher, et c'est un actif avec une base quand même de revenus très récurrente, qui fait que c'est difficile de se dire qu'on va perdre 50% de sa mise. Donc malgré que les montants d'acquisition soient chers, si on accepte qu'on les tienne 5-10 ans, en fait dans 5-10 ans, vraisemblablement, la valeur de Studapart sera bien plus forte que celle qu'ils ont acquise au moment de la cession, quoi. Qu'est-ce qui a fait? C'est vraiment la réflexion sur je vais pas dire l'ennui, mais le fait de moins apprendre qui a nourri ce projet de cession, ou c'est une banque d'affaires qui est venue et qui a bien fait son job et qui vous a dit, les gars, ça peut valoir beaucoup d'argent, ou carrément un de tes concurrents qui est venu te voir en direct? Comment ça s'est matérialisé? En fait, déjà, ça s'est fait en 2 temps. Nous, on a été approchés très tôt dans l'aventure, puisqu'en 2019, on a été approchés par un grand groupe français avec qui on avait dealé, on avait signé une LOI et on était en phase de due diligence et on devait faire le closing en avril 2020. Sauf que y a eu le Covid et le shutdown en mars 2020 et du coup, ça a mis un coup d'arrêt à la transaction. Donc, on s'était déjà projeté en fait une fois. Céder la société, 100% de nos titres, avec une période d'earn-out qui était plutôt mesurée. Et donc, ça avait déjà ancré qu'on était prêt à passer le pas. Pour préciser, excuse-moi, je te coupe, mais Eloïs, c'est une offre d'achat. Ouais. Comme quand tu achètes un appartement, j'aimerais vous acheter l'appartement pour X. Les due diligence, c'est les audits. Donc, on vérifie ce qu'on achète. Et le closing, c'est la signature définitive champagne. Ouais. Voilà, simplement pour préciser ceux qui n'ont pas forcément la terminologie. Et le earn-out, c'est un complément de prix. C'est un bonus sur le prix. Mais on va y revenir tout à l'heure. Mais je précise simplement. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience justement qui a loupé? Je retiens que tant qu'on n'a pas été à l'étape du champagne, rien, tout peut s'arrêter et que du coup, la cession d'une entreprise, ça reste quelque chose où il faut que beaucoup de planètes s'alignent. Et qu'il ne faut pas perdre à l'esprit qu'en tant que dirigeant, et c'est parfois difficile, et c'est pour ça qu'il faut être bien entouré dans cette phase-là. Notre métier, c'est de faire grandir l'entreprise, c'est pas de la valoriser. Et donc, tout le temps passé à la vendre, pour une vente qui n'aboutit pas, c'est aussi beaucoup de temps perdu à développer l'entreprise. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Donc, l'apprentissage, c'est tant que c'est pas allé au bout, c'est un peu comme avec un prospect, tant que c'est pas signé, on peut pas considérer que la vente est faite, même si c'est bien engagé. Et deuxièmement, ne pas perdre à l'esprit que vu que cette première étape n'est pas certaine, il faut continuer à bien piloter sa boîte. Ouais. Tu m'as dit que tu avais discuté au moins avec des banques d'affaires, mais tu as fait le deal en direct. Alors déjà, qu'est-ce que tu retiens des échanges que tu as eu avec des banques d'affaires? Toujours des échanges intéressants parce que ça fait grandir sur ce qu'est la cession d'une entreprise. Donc, moi, j'ai jamais fermé la porte aux banques d'affaires dans toute l'aventure Studapart parce que j'avais en tête qu'un jour, on vendrait et qu'on aurait besoin d'eux. Pourquoi ça s'est pas fait avec une banque d'affaires in fine? C'est parce que
On n'était pas vendeur au moment où notre concurrent, du coup, est venu nous voir en 2021. Et que du coup, vu qu'on avait une posture de non-vendeur, on était très à l'aise avec le fait de ne pas commercialiser le dossier Studapart. Et donc, soit ça allait au bout avec cette personne dans les termes et conditions que nous, on voulait, soit ça n'allait pas au bout. Et si ça n'allait pas au bout, on continuait notre aventure, mais on n'allait absolument pas solliciter le marché sur notre dossier. Et donc, on ne voyait pas l'intérêt à ce moment-là, du coup, de bosser avec une banque d'affaires parce que soit on avait le coût d'opportunité avec ce prospect acquéreur et ça allait au bout. Et du coup, ça devait être très entrepreneurial, c'est-à-dire vraiment moi qui discute avec le CEO, le chef d'entreprise en face. Et on ne voulait pas d'intermédiaire et d'interférence à cet endroit-là. Je m'en sentais les capacités parce que j'avais vu déjà une bonne partie du coup de l'opération qui avait finalement pas été au bout. Ça, c'était un énorme apprentissage aussi. C'est vu que j'avais vu cette phase d'audit. Voilà, pour moi, c'était pas la première fois. Effectivement, on n'avait pas été jusqu'au closing, mais en fait, on avait fait 95% du travail. Je comprends cette idée de ne pas interférer, mais mine de rien, une banque d'affaires aurait pu amener un peu de structure, de process, etc. Tu as choisi de ne pas le faire et c'est allé au bout, donc tant mieux. C'est que tu as réussi à obtenir ce que tu cherchais ? J'ai réussi à obtenir ce que je cherchais. Encore une fois, on n'était pas vendeur et à la fin, ça s'est bien passé. Après, ce qui est sûr, c'est que si j'avais à le refaire, je ne l'aurais pas fait de cette manière-là. J'aurais quand même mis un intermédiaire parce que si le deal avait capoté au milieu pour plein de raisons, une fois qu'on y a dédié énormément d'énergie, encore une fois que du coup on avait moins été opérationnel dans l'entreprise, du coup j'aurais mis peut-être moins d'affect. Alors que quand on est aussi sur la ligne de front des négociations, en fait, malgré tout, l'affect rentre en ligne de compte et donc c'est très compliqué d'être à 100% opérationnel dans sa société. T'es le premier impacté. Hein. Quand tu négocies en direct, c'est ce qui est très dur. C'est que quand on va négocier, j'ai une bêtise, 1 million de moins, bah, c'est 1 million de moins pour toi, quoi. Alors, nota bene, t'as ton pourcentage de détention, mais là où nous, bon, c'est un impact plus ou moins fort, voire même il y a des banques d'affaires où on fonctionne avec un tarif fixe, donc on est moins impacté, on y met moins d'affect pour le coup. Sur les montants, et même il peut plus y avoir ce conflit positif et ce qu'on appelle good cop, bad cop, quoi. Donc ce jeu-là, quand tu es en frontal sur toutes les négociations, tu peux difficilement le faire. Donc je le faisais avec mon associé, mais ça avait un impact plus limité que de réussir à aller au front avec un intermédiaire. Et du coup, on va rétro-pédaler un petit peu, mais quand ton concurrent néerlandais t'appelle, c'est un appel ou un mail, je sais pas, t'as quoi comme sensation ? C'est quoi ? C'est des papillons dans le ventre ? C'est... bon, on verra, t'y crois pas trop. Enfin, c'est quoi ce que tu ressens ? Ouais, il y a ce côté on verra, j'y crois pas trop. Ouais. C'est vraiment ça, en mode ça fait 1 an et demi qu'on a été échaudé par la première aventure qui n'est pas allée au bout. On est en forte croissance, on a une énorme conviction que notre année 2021, et c'était le cas, et on était en train de tout déchirer. Donc en fait, on est là, on en veut un tel prix psychologique et en cash. On veut pas d'échange d'actions, zéro action, vraiment 100% un deal cash. Donc en fait, est-ce qu'ils vont avoir les moyens de payer ? Donc, très vite, on est rentré dans le dur et je pense que c'est ce qui nous a aussi permis d'aller au bout. C'est de rapidement en fait expliquer que nous, il n'y aura aucune concession sur le fait qu'on veut un deal 100% cash, pari passu avec nos actionnaires et qui nous emmène à 100%. Il n'y a pas une montée. Il peut y avoir une montée progressive au capital, mais dès le day one, il y a 100% des titres qui sont en jeu. On ne veut pas d'actionnaire majoritaire avec une illiquidité ou une non-perspective de liquidité factuelle du reste des actions. Ouais. Pour faire comprendre, en fait, c'est souvent tu as des propositions pour 80% de la boîte et les 20% d'après, on verra. Et en fait, tu te les fais jamais payer ou pas d'ailleurs, mais ils sont pas aussi liquides que si tu vends tout et ensuite tu as
notamment des phénomènes de complément de prix sur lesquels on va revenir. Mais toi, c'était 100% ou rien, quoi. En tous les cas, nous, c'était vraiment une posture de on n'a pas besoin de fonds, on est autonome, on est rentable, donc il n'y a aucun intérêt pour nous à avoir un actionnaire majoritaire, alors que là, aujourd'hui, on a la majorité du capital et donc toute notre liberté. Le seul intérêt, c'est de pouvoir partir donc, et d'avoir cette liberté de partir. Donc, si on garde un pourcentage significatif du capital, pour nous, on peut difficilement partir parce que c'est notre patrimoine qu'on laisse dans la boîte. Et quand tu reçois la LOI avec le montant de valo que tu voulais, pareil, papillon ou bon, de toute façon, on verra si ça va au bout. T'étais peut-être mieux préparé aussi, mais qu'est-ce que t'as ressenti ? Déjà, ça a mis quand même du temps, hein, parce qu'entre la valo de départ et la valo d'arrivée, ils sont revenus beaucoup de fois. C'était combien de temps la négo ? La négo, elle a duré de juillet à novembre. Ouais, 6 mois. Ouais. Ok. Avec du coup énormément d'allers-retours à ce moment-là, mais principalement sur des sujets de structuration de l'opération et de négo sur le prix. Et non, à ce moment-là, je vois bien l'intérêt quand même. Et surtout, je sais que les actionnaires de notre acquéreur ont largement les moyens de financer l'opération. Donc, je me dis, en fait, on va leur apporter... Je comprends rapidement l'intérêt qu'ils ont à faire l'opération, donc j'y crois. Même si je reste peut-être beaucoup plus froid. On s'emballe pas avec Amaury à ce moment-là. On s'emballe pas, et d'ailleurs, on s'est emballé sur... à aucun moment dans l'opération, on s'est emballé, à part vraiment une fois qu'on avait fait le signing et qu'on avait juste quelques clauses à lever avant d'aller au closing, quoi. Ce qu'on appelle le signing, ce qu'on appelle le compromis, en fait, c'est l'acte définitif sous réserve de quelques conditions spéciales. Voilà. Nous, tu vois, la première LOI, c'est un moment charnière dans notre métier. Parce que bon, le mec nous appelle pour vendre sa boîte, on fait un mémo, on trouve des écarts, on fait des visites, on fait des rencontres, et on reçoit la première LOI, ça fait déjà 2-3 mois qu'on bosse. Généralement, il se pose dans le fond de sa chaise, il devient tout blanc, de manière générale, parce que c'est déjà la visualisation et la concrétisation de « putain, je vais vendre ma boîte ». Et souvent, c'est la peur du saut dans le vide. Et quand il devient tout blanc, qu'il se pose dans le fond de sa chaise et qu'il nous dit pas dans la 30 secondes ce qu'il en pense, c'est qu'on sait qu'on va sortir les avirons pour aller le rechercher. Parce que, ah ouais, mais putain, mais si vite. Souvent, on nous le dit, mais si vite. Ah ouais, mais en même temps, tu nous as demandé que ce soit vendu dans les 9 mois, donc on vend. Hein. C'est pour ça que tu nous as payé à la base. Et tu vois, souvent, ça concrétise et ils sont pas prêts. Ils se sont pas préparés. En fait, tant qu'ils ont pas la LOI, ils y croient pas. Et quand ils reçoivent la LOI, généralement, il y a un peu le saut dans le vide. Et chez nous, c'est vraiment charnière. Faut vraiment, t'envoies pas une LOI par mail à l'arrache. Nous, à chaque fois, on va voir le dirigeant, on passe 1 heure avec lui pour discuter des tenants et aboutissants, etc. Parce que parfois, tu le perds. Enfin, plus trop maintenant, on a un peu l'habitude. Mais fut un temps, moi, j'ai failli perdre des clients comme ça. Ou non, finalement, je vends pas. Ouais, bah oui, je comprends. T'as vendu en 2 temps et t'avais un earn-out. Donc un complément de prix. Ça, c'est un sujet qui est très important. Je vais donner mon avis à moi, mais un complément de prix, c'est un bonus sur un prix qu'on a obtenu. Et ça n'est pas un bonus pour atteindre un objectif de prix qu'on a à la base. J'ai une connerie, ta boîte vaut 100 millions. Tu ne fais pas 80 plus 20 de earn-out, c'est 100 plus quelque chose. Cette offre d'un achat en 2 temps avec un earn-out. Comment est-ce que tu as réagi vis-à-vis de ça? Est-ce que c'était pour matcher un objectif que tu t'étais donné ou est-ce que c'était une cerise sur le gâteau? Alors déjà, nous, on appelait... C'est pas vraiment un complément de prix qu'on a eu, c'est une acquisition qui s'est faite en 3 tranches. Donc on a eu une première tranche où ils sont montés à 55% du capital et on avait signé les papiers de montée progressive au capital. Okay. Sur la base des résultats 2022 et sur la base des résultats 2023. Donc, en fait, on avait calé les multiples qui allaient s'appliquer pour calculer le prix par action de la société sur les 25% de la société en 2023 sur la base des comptes 2022 et les 20% restants sur la base des comptes 2023 en 2024. Donc, tout ça, c'était documenté et... J'ai envie de dire, nous, on avait vraiment un mantra, c'était une formule de calcul la plus simple possible. Et donc, notre formule de calcul, c'était une base de revenus. C'était un multiple sur le chiffre d'affaires. Et du coup, ce multiple, il pouvait être dégressif ou progressif. Donc, en gros, on avait une échelle.
Si on atteint notre BP, on est à X. Si on va au-dessus de notre BP, on est à Y. Et si on est en dessous de notre BP, on est à Z. En gros. Donc, c'était assez simple à calculer parce qu'on avait eu l'expérience de pairs entrepreneurs qui avaient cédé leur entreprise avec des formules alambiquées qui se sont retrouvées difficiles à calculer et donc génération de conflits au moment où l'acquéreur doit sortir le carnet de chèque. Donc nous, c'était assez bien rodé, c'est-à-dire que très facilement, on pouvait faire exécuter la transaction et ça, c'était un élément important. Et en contrepartie, s'ils ne respectaient pas leurs engagements, on récupérait les 55% pour 1 euro. Donc, il n'y avait aucune possibilité pour eux, puisqu'on avait le nantissement des titres en échange de ce rachat progressif. Ah, c'est pas mal, ça. C'est sportif. Ouais. Belle garantie. Quand t'as dormi la veille du closing ? À l'hôtel à Paris, assez euphorique pour le coup. Ouais. Pour moi, c'était le début d'une nouvelle vie. Enfin, voilà, à la fois, l'acquéreur, je savais qu'il était arrivé à Paris. Enfin, il y avait très peu de chances que ça se fasse pas. Et donc non, hyper excité pour le coup et content aussi parce que c'est un sport de vendre sa boîte. Donc là, il y a ce côté un peu fatigue psychologique, physique qui arrive à ce moment-là et qu'on commence à ressentir. Bah, tu sais, moi, les jours de closing, c'est jours chômés pour les salariés qui sont concernés par le dossier. On va au closing et après, on rentre chez nous, on fait une activité l'après-midi, mais c'est chômé. Oui, tu vas pas retourner au travail. Dans les cabinets où j'étais avant, il fallait retourner au boulot parce que tu t'imagines bien, il faut travailler. Oui. Hein. Mais non, moi, chez moi, c'est chômé. Faut pas déconner. Oui. C'est la moindre des récompenses et de toute façon, tu es tellement explosé par l'adrénaline que ça sert à rien. Et le lendemain ? Enfin, le soir même, du coup, après, post-closing. Le soir même, on est sorti avec l'acquéreur et une partie de notre équipe, du coup, avec lesquels on a célébré. Et voilà, donc c'était vraiment cool. On avait réservé un bon resto à Paris. On a vraiment célébré avec les personnes clés de la boîte. Et puis, le lendemain matin, c'était l'annonce aux salariés, donc classique, qu'on avait déjà préparé, anticipé. Et puis après, rapidement, il y a comment on va annoncer ça aux clients, aux fournisseurs, tout ça. Ouais. Et tu as eu un pincement au cœur ou pas pour l'annonce aux salariés ? Ou pas du tout ? Non, j'ai pas eu de pincement de cœur parce qu'à ce moment-là, je pensais que c'était vraiment le bon moment pour Studapart de rejoindre un groupe qui allait avoir des ambitions, enfin les moyens financiers des ambitions qu'on avait, que nous, on ne pouvait pas supporter parce qu'on restait, encore une fois, des personnes physiques dont c'était la première entreprise et donc une aversion au risque qui commençait à arriver au fur et à mesure que la boîte prenait beaucoup de valeur et qu'il y avait un différentiel entre la valeur que la boîte avait et nous, personnes physiques, ayant la majorité du capital. En fait, on se retirait de l'équation. Studapart pouvait grandir, continuer à prendre des risques, là où nous, on était de plus en plus frileux à prendre vraiment des risques parce qu'on savait que l'essentiel de notre patrimoine était dans cette société. Donc, j'avais vraiment la forte conviction que c'était le bon choix de nous sortir du capital pour faire entrer des nouveaux qui allaient avoir une vision long terme et plus long terme que nous. C'est bien comme vision. Enfin, de comprendre, d'avoir le recul une fois de plus, de se dire je suis une limite et un propre frein parce que il y a un moment où il faut pas être kamikaze non plus quoi. C'est tout ton patrimoine. C'est bien. T'as accompagné pendant 2 ans, c'est ça ? 3 ans. 2 ans où t'as fait 2 plus 1. J'ai fait du RAB, une année de RAB qui s'est bien passée, mais l'année 2024 en RAB. Ouais. Et est-ce que tu t'es replongé dans des nouveaux projets pendant cette période-là ou t'as attendu vraiment d'être complètement sorti pour dire que c'était le day one du post-Studapart ? Clairement, j'ai attendu d'être complètement sorti. Mais donc ça, c'est le résultat, mais ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a une attraction naturelle quand tu es entrepreneur à avoir peur du vide. Donc, tu sens que le vide, il est matérialisé dans le temps puisque tu l'as écrit dans la documentation. Donc, tu sais à quel moment, en fait, à 100%, tu seras plus le dirigeant de Studapart.
Et donc, tu as aussi beaucoup de sollicitations. Tu vas devenir disponible sur le marché, donc à lancer des nouveaux projets, investir dedans. Il y a plein de choses, ça bouillonne. Et là, pour le coup, j'avais eu des bons conseils de gens qui étaient passés par la case exit, donc cession de leur part, de surtout pas se relancer et se battre contre justement cette attraction naturelle, à se relancer tout de suite sans avoir cette phase de pause. Tu m'as parlé notamment de la pression de l'entourage. Faut que tu t'occupes, donc faut que tu trouves un nouveau projet et tout le monde te jette en pâture finalement, un peu. Bah, en fait, les gens, ils sont bienveillants avec toi. Ils disent, Alexandre, on t'a toujours vu à 150 à l'heure. Là, t'as vendu. Tu vas plus avoir d'emploi. Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, il y a la peur pour les gens. Les gens, ils se projettent avec la peur d'être chez eux sans sens. Ce qui, du coup, ils projettent cette peur-là sur toi en te demandant systématiquement et qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Voilà, mais c'est un peu la même question que quand tu lances une boîte et qu'on te pose la question est-ce que ça marche alors que ça fait une semaine que tu as lancé. Ouais, c'est clair, je connais ça. Et tu as eu l'envie de mettre la main dans le pot de confiture très vite. Tu m'as parlé d'un projet très ambitieux à Bordeaux. Tu as réussi à te retenir ou c'est que c'était pas le bon projet, mais tu m'en as parlé toi-même, tu m'as dit moi très vite on m'a proposé des trucs, tu es très sollicité. Et comment t'as fait pour avoir cette prise de recul justement à dire bon allez je vais me calmer un peu quand même? Mais je me suis écouté et reprojeté. Donc j'ai accepté les rendez-vous. Il y avait des choses qui m'emballaient. Donc naturellement, j'avais cerveau droit, cerveau gauche. Donc j'avais le côté créatif qui disait OK, j'y vais. Et puis après le côté rationnel qui revenait en considérant que j'étais pas dans l'état mental ni physique de me relancer tout de suite. Qu'il fallait que je fasse le point sur ce qui m'avait vraiment plu dans l'aventure, moins plu. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire maintenant, écrire une nouvelle page entrepreneuriale pour moi. Et tout ça, ça prend du temps. Donc, le rationnel a fait que j'ai refusé, malgré un emballement au début, plusieurs projets. Ouais. Et tu as eu envie de prendre des vacances, de faire une vraie pause? Ouais. Est-ce que tu as réussi à le faire? Oui, l'année 2023, je me suis marié. On est parti avec ma femme plusieurs semaines en vacances après. Et l'année 2024, pour le coup, a vraiment été une année très, très sur le thème du repos, des vacances, de se concentrer sur voilà, la reconstruction d'un entourage, du sport, de plein de choses qui étaient pas liées au travail. Parce que alors ta femme travaille. Oui. Tes potes aussi, accessoirement. Comment, une fois que tu as eu cette période de vacances, de mariage, etc., tu te dis quoi le jour 1 chez toi où t'as pas de rendez-vous, personne qui t'attend finalement, pas de job quoi. Ouais. Tu te dis quoi? Tu te dis putain trop bien ou faut absolument que je trouve un truc là parce que je commence déjà à m'emmerder parce que ça fait 10 minutes quoi. Non, il y a vraiment cette phase de c'est trop bien au début. Et en fait, comme toute chose hyper cool au début, effectivement, peuvent se transformer en quelque chose de c'est plus ce qui m'attire. Donc au début, j'étais hyper content d'aller faire des tennis à 10h du mat, 15h, et puis je trouvais des gens pour y aller parce que avec le télétravail, j'ai un réseau à Bordeaux effectivement de personnes qui peuvent être entrepreneurs et assez flexibles dans leur agenda. Malgré tout, à la fin, le résultat, c'est que j'avais envie quand même de retrouver une équipe et une stimulation intellectuelle qu'on ne trouve pas forcément avec ce rythme de j'ai un agenda 100% libre et du coup ma vie c'est les loisirs. Donc ça a été une phase hyper importante parce que du coup c'était une phase sans pression du tout, dans laquelle j'ai vraiment pu poser ce qui me faisait plaisir de faire, moins faire et m'écouter. Malgré tout, je reste entrepreneur et je me projetais pas après quelques mois continuer sur ce rythme de liberté de façade, mais qui est pas vraiment une liberté parce que en fait ça nous rend pas forcément plus heureux de ne plus avoir aucune contrainte professionnelle. Ouais. Et moi il y a une question que je me suis posée après qu'on se soit vu la dernière fois.
quand tu as vendu ta boîte avec un chèque à 8 chiffres, est-ce que tu as le droit de faire des erreurs derrière? Est-ce que tu as le droit d'avoir des projets un peu pourris ou justement tu t'en fous parce que tu as les moyens et c'est pas grave si c'est un peu pourri? Est-ce que tu as cette pression derrière la tête de dire il faut absolument que je réussisse comme le coup d'avant? Bien sûr. Ah, c'est bien ça. En fait, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est ancré et du coup, tu as fait un succès, il y a une grosse part de chance et tu te le retires pas de la tête. Savoir réussir. Il y a toujours, c'est comme gagner une course. Tu vas gagner une course, puis tu te dis, est-ce que je suis capable d'en gagner 2? Et en fait, je serai un vrai champion quand j'en aurai gagné 10. Et donc, je pense que justement, ça, c'est à la fois un moteur, mais ça peut aussi être quelque chose qui est un frein parce que le contexte est différent, parce que émotionnellement, si tu rates ta deuxième boîte, et il y a énormément de repeaters qui ratent leur seconde, voire troisième entreprise parce que les planètes se sont pas alignées pour cette nouvelle idée. Et pour moi, je pense que c'est aussi dur que de rater sa première. Et que c'est la peur de l'échec, elle est sans cesse. Après, c'est sûr que patrimonialement, ça a moins d'impact, ça c'est sûr. Ouais, Mais t'as déjà fait l'argent, ta liquidité. Ouais. oui, l'argent, effectivement, tu seras moins impacté par l'argent, mais tu vois, c'est ce que je disais aussi à ma femme récemment, c'est il faut réussir quand tu remontes une boîte à te remettre dans les chaussons du mec qui a rien. Enfin, si ma boîte, elle fait 0, donc en fait, je peux pas le faire, je suis obligé de me mettre aussi un peu en difficulté. Si je reste dans ma tour d'ivoire que j'ai actuellement à 100%, bah, j'ai plus de chances, de mon point de vue, de me tromper parce que la réalité du terrain, c'est de se mettre en difficulté. Tu m'as parlé d'un groupe, Life After Exit, créé par Astérion, pour justement prévenir de la dépression post-session, justement. Tu peux m'en parler un peu? Parce que c'est vrai que quand tu raisonnes comme ça, tu te dis, les gars, ils sont millionnaires, ils peuvent ne plus travailler sur 3 générations, de quoi ils se plaignent. Mais justement, je trouve que c'est important, c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant, je pense. Life After Exit, le principe, c'est de réunir dans une même pièce, dans des mêmes sessions, des entrepreneurs d'horizons différents qui n'ont pas forcément tous réussi à valoriser monétairement de la même manière leur entreprise, mais qui se retrouvent tous dans cette phase post-création et donc session d'entreprise. Et du coup, c'est génial parce que on se comprend tous. Là où, effectivement, notre entourage, à partir du moment où tu coches les cases de financières, on se dit que tu n'as pas... Et qu'en plus, ce succès, il est bien vu dans la société parce que tu as un nouveau statut, d'avoir monté une boîte, ça te donne confiance en toi parce que tu l'as bien vendu, etc. Malgré tout, ça reste une phase où tu dois justement retrouver une identité nouvelle, qui n'est plus l'identité de dirigeant, mais une identité de qui tu es, qu'est-ce que tu aimes faire, quel va être ton rapport à l'argent pour toi, quel va être ton rapport au temps. Et donc, en fait, j'ai trouvé l'approche géniale parce qu'on a réussi dans ce cercle de confiance avec des animatrices en plus qui étaient vraiment très bonnes pour créer ce climat de confiance, à lâcher des choses qui nous pesaient, qui sont difficiles à discuter avec du coup son entourage qui va te percevoir comme n'ayant aucun problème. Ouais. Tu sais, on est attaché au statut en France. Hein. Tu as le statut du dirigeant d'entreprise. Et dans l'épisode 2, avec Philippe Poupeau, qui a perdu sa société, lui, malheureusement, il parlait de la mort socio-économique du dirigeant. C'est qu'il me disait, moi, j'étais dirigeant d'entreprise, il y avait 120 ou 130 personnes dans un petit coin de Charente, donc c'était un gros employeur local. Et il me disait, le jour où j'ai perdu ma boîte, j'ai perdu mes potes. Parce que plus personne t'appelle, t'es plus dirigeant d'entreprise, tu n'es plus au MEDEF, tu n'es plus à tous ces événements-là, etc. Et socialement, t'es personne. T'es pas vraiment chômeur, t'es pas vraiment chef d'entreprise, t'es pas vraiment travailleur. Et t'as une sensation de vide qui est assez énorme autour de toi. Alors lui, il est passé par la case dépression. Et du coup, il s'est isolé encore plus. Donc c'est d'autant plus difficile. Mais c'est important, faut le garder en tête quand même. Le statut du dirigeant, un statut de plus dirigeant. Et du coup, ta vie, c'est quoi maintenant? Ma vie, du coup, déjà, c'est une vie plus équilibrée.
que celle de dirigeant de Studapart, surtout à ses débuts. Ma vie, c'est l'envie de créer de nouvelles choses. Donc, j'ai retrouvé goût. Alors, je suis passé par plusieurs phases. La phase de je remonterai pas de boîte. Je pense que c'est trop dur. J'ai plus l'énergie. En fait, non, évidemment que je vais relancer une entreprise et évidemment que c'est un truc qui va m'animer pour encore beaucoup d'années. Et donc, ma vie, mon quotidien, c'est bosser sur ce nouveau projet, repartir de zéro avec toute la phase de découverte de marché, rencontrer un maximum de personnes pour essayer de trouver le product market fit, encore une fois. Est-ce que tu veux nous en parler ou pas? Oui, on peut C'est en l'épisode parler. de décembre. Ok, on peut en parler, mais en gros, notre idée, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le MBI, donc c'est investir sur des hommes, avec un grand H, qui peuvent être évidemment des femmes, qui ont envie d'entreprendre, pas en partant de zéro, mais en reprenant des sociétés déjà existantes, plutôt dans le domaine du digital, dans un segment qu'on connaît bien, pour passer ces sociétés à l'échelle. Et donc, nous, notre rôle, c'est de réussir à investir sur les bons entrepreneurs qui vont aller créer les succès de demain en développant des nouvelles pages pour ces entreprises qui se sont montées, qui ont atteint un certain niveau et qui nécessitent un renouveau capitalistique d'idées, de visions, de produits pour les passer de 5 à 10, de 10 à 50. L'idée, c'est de faire un search fund, c'est ça? C'est inspiré du search fund, mais le search fund, il est très précis dans ses critères. Et moi, tu sais, je suis issu d'une licence simplement. Je coche pas cette case de tous ces critères. Justement, il faut avoir coché toutes les cases. Souvent, les searchers ont fait un MBA, ont un profil un petit peu type, et les entreprises qui vont cibler, c'est aussi des entreprises type et spécifiques. En revanche, ce qui est bon dans le search fund, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, on s'adresse à une cible plus jeune, qui n'a pas forcément les moyens de reprendre des boîtes, et du coup, qu'on va accompagner à le faire. Mais je ne voudrais pas m'enfermer dans les critères search fund. Ok. Tu es également investisseur en immobilier, oui. Pas mal. Tu es également au board de certaines entreprises. Tu as investi et tu es au board d'autres entreprises. Finalement, tu as recréé une boîte. J'ai recréé une boîte, oui, à partir... Après, ça, ce sont des investissements patrimoniaux. C'est pas des investissements qui occupent 80% de mon temps. Donc là, mon objectif, c'est d'avoir quand même un projet cœur. Et effectivement, ces activités à côté sont géniales parce qu'elles permettent d'alimenter l'activité cœur. Elles alimentent l'éveil sur les marchés. Mon activité de business angel aujourd'hui, j'investis dans plus d'une dizaine de sociétés. Elle me permet de voir plein de secteurs, plein de marchés différents. Mon activité de LPs au sein des fonds, c'est pareil. Ça me permet de rencontrer des personnes qui, quand tu crées ta première entreprise, tu n'as pas la possibilité de rencontrer facilement. Donc, c'est pareil, ça donne beaucoup d'oxygène. Et cet oxygène-là, tu le réinvestis aussi dans ton activité cœur. Souvent, on dit j'ai besoin de 2 millions d'euros de valo, parce que quand tu places l'argent net de fiscalité, ça te fait plus ou moins 4000 balles par mois de salaire. Mm-hmm. Je pense que c'est pour ça que ce chiffre-là revient souvent, c'est qu'on fait tous ce petit calcul. Moi, personnellement, je l'ai fait quand j'ai eu ma première fiche de paye. Donc, voilà. Toi, comment tu t'es géré? Tu as placé une partie de tes fonds pour vivre sur tes intérêts ou tu te verses un salaire dans une société? Comment ça marche quand on n'a pas de boulot, finalement, et beaucoup de patrimoine liquide? Déjà, mon premier conseil, c'est de prendre le temps et de ne pas se précipiter. Moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me demandent comment je me suis structuré. Je dis, j'ai mis 11 ans à accumuler ce capital. Je peux prendre quelques années avant de le déployer. Parce que effectivement, il y a souvent une course au placement. Et puis, on ne manque pas d'entrants quand on vend sa boîte et qu'on a effectivement des articles sur CF News, machin. Tout le monde a ses petits robots pour venir te contacter en tant que banquier privé et te proposer 1 million de placements différents. Garantie à 9%. Voilà, garantie 9%. Donc, moi, mon approche, elle a été de le faire de manière progressive,
d'avoir 2 poches bien distinctes, une poche personnelle, une poche professionnelle. Dans ma poche personnelle, j'ai essayé de mesurer quel est mon train de vie en prenant des marges et du coup, comment je pouvais financer ce train de vie effectivement avec mes placements. Et mes placements, du coup, sont des placements à revenus récurrents pour une poche qui me permettent de financer ce train de vie. Voilà, donc c'est assez pragmatique, c'est des comptes à terme, c'est des placements d'obligations, donc on prend de la dette d'entreprise, qui sont plutôt des grandes entreprises avec un niveau de risque qui est assez faible. C'est des produits structurés, pas très agressifs, qui permettent d'assurer du coup des coupons, donc du paiement de ce risque trimestriel et du fonds euro, du monétaire, qui permettent d'assurer un rendement minimum aux alentours effectivement de 4%, 4,5% moyenné net pour soi. Et du coup, avec ça, je finance mon train de vie. Et après, pour le reste, je suis capable de prendre du coup beaucoup plus de risques pour booster mon rendement. Donc là, ça va être plus des actions, des parts de fonds d'investissement, du private equity. Et après, dans mon capital professionnel, c'est de l'investissement dans des startups, c'est de l'investissement immobilier que je continue de faire beaucoup, c'est de l'investissement sur mon propre projet entrepreneurial. Comment tu te vois dans les 10 prochaines années ? Heureux, j'espère. Et en tous les cas, je cultive tous les jours mon terrain de bonheur pour que ça le reste. Je me vois à cette place, c'est-à-dire détecter des opportunités, essayer de trouver les bonnes personnes pour détecter des bonnes personnes pour aller concrétiser les idées que j'ai. Donc réussir à s'entourer continuellement et de faire en sorte que cette pelote elle grossisse, donc avec des personnes qui m'inspirent au quotidien et qui du coup c'est un petit peu un effet boule de neige, hein. Si tu t'es inspiré par les personnes qui t'entourent, avec lesquelles tu travailles, ça contribue quand même pas mal au bonheur, à ton apprentissage. Et donc moi je suis drivé par l'impact, donc j'ai l'impression que en essayant de travailler bien ça, je vais multiplier mon impact, parce que j'ai réussi à avoir un impact significatif avec Studapart. Si je lance sur la route plusieurs projets en parallèle, ça va démultiplier l'impact. Et puis le fait de ne pas être opérationnel à 100% dans ces équipes, ça me permet aussi de ne pas faire que de l'entrepreneuriat, mais aussi de faire de la philanthropie, d'aller faire d'autres choses qui nourrissent et en fait qui créent des ponts aussi et du sens avec ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat. Si c'était à refaire, tu changerais quelque chose ? Ah non, rien. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ? Le conseil, c'est d'y aller, déjà, de s'écouter, mais de savoir aussi que quand je parle de s'écouter, c'est vraiment d'y aller pour les bonnes raisons. C'est un chemin qui est vraiment tortueux, l'entrepreneuriat, avec des hauts et des bas, et donc la résilience, elle est beaucoup plus facile si on a vraiment une conviction forte que le problème qu'on est en train de résoudre a un problème à impact et qui nous parle. J'ai plus de mal avec les gens qui se lancent juste par opportunisme, parce que parfois ça marche, mais du coup ils se découragent aussi sur le chemin beaucoup plus facilement. Donc s'écouter, savoir que le chemin il va être long, mais avoir ce feu intérieur. Si vous sentez ce feu intérieur sur un marché, sur une problématique, go quoi. Qu'est-ce qui te rend le plus fier sur les 15 dernières années que tu as parcourues ? Ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir gardé mon réseau d'amis, ma femme. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. D'avoir contact régulier avec toute mon équipe, d'être fier
Finalement, que ce qu'on a créé avec Studapart, ça a été une aventure collective dont une bonne partie de nos salariés étaient actionnaires et donc ont aussi bénéficié de ce qu'on avait gagné. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui me rend le plus fier. On a grandi ensemble en fait. Nous, on est partis. On connaissait rien, on est les preuves existentielles qu'on peut partir avec le feu intérieur, ne pas cocher les cases des grandes écoles, d'un réseau personnel hyper dense et en fait quand même réussir à créer des choses. Et chez Studapart, on a plein de profils ultra diversifiés. Si vous allez sur le Welcome to the Jungle de Studapart, ça ressemble pas à 3/4 des images que vous avez des startups parisiennes. Il y a de la diversité en femmes, dans les équipes de direction, de couleurs, d'origine, de parcours. Et donc ça, c'est réussir à avoir créé une identité aussi forte, multiculturelle au sein de notre boîte. C'est une vraie fierté. Est-ce que tu as un objectif final où tu te dis, bon allez, c'est bon, on arrête. Tu dis à ta femme, allez, c'est bon, ciao, on se casse au soleil, on arrête de bosser? Ou en tout cas, un objectif qui soit personnel ou professionnel, plus exactement. En fait, moi, j'ai pas d'objectif de rupture parce que je pense que, vraiment, mon objectif, c'est d'être aligné. Et donc, je pense que mon nouvel objectif, à la différence de Studapart, c'est que Studapart, c'était mon tremplin pour construire, être serein au niveau de mon patrimoine personnel, etc. Là, aujourd'hui, une fois que j'ai coché cette case-là, mon objectif, c'est de garder cet alignement et de pas être pressé et donc de pas rentrer dans un sprint ou avoir le sentiment de rentrer dans un sprint et donc, du coup, quand est-ce que je sors du tunnel? Moi, mon objectif, c'est d'être au soleil tout le temps. C'est pas de me dire que je vais me sacrifier pour aller au soleil dans 20 ou 30 ans. C'est de se sentir bien tout le temps parce que j'ai aussi des exemples autour de moi de gens qui sacrifient beaucoup pour plus tard et qui en fait ce plus tard n'arrive pas parce que la maladie, parce que plein de choses. Donc en fait tout peut s'arrêter l'année prochaine. Donc en fait j'ai pas de destination finale. Ma destination elle est quotidienne d'être heureux quoi. C'est parfait comme message. Et dernière question. Si tu pouvais parler au Alexandre qui s'inscrit en école de commerce et qui commence à galérer à trouver son appart, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Il croit en toi parce que globalement, j'avais dit à mes parents que j'aurais à la fin de mes études 100 000 euros sur mon compte en banque. Je sais pas pourquoi je leur ai dit ça. Et puis eux me disaient je sais pas comment tu vas réussir à faire ça. Sachant que tu vas plutôt nous coûter 100 000 euros pendant tes études. C'est clair. Mais du coup, je pense que j'avais ce truc de me dire ok, en fait, au moment où je dis ça, je gagne mes premiers euros parce que j'étais serveur dans un resto en tant que saisonnier. Et dans ma tête, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire de la somme que j'ai gagnée pour qu'à la fin de mes études, ça devienne 100 000 euros. Donc, je dirais, crois en toi. Je pense que je me suis aussi beaucoup construit en opposition des grandes écoles parce que je savais que j'avais fait le choix de pas en faire. Et du coup, il y avait toujours, à mon avis, dans ma tête, cette interrogation de est-ce que c'était le bon choix, pas le bon choix. Et donc, je pense que ce petit côté un peu joueur avec mes parents, de leur dire que il y avait pas qu'un seul modèle qui était possible, de le garder, quoi. De le garder et que finalement, c'était pas assez ambitieux 100 000 euros. Alors tu vois, message très important, j'ai fait une post-bac Sup de La Rochelle pour ma part. Je suis allé en master spécialisé, je n'ai juste pas rendu ma thèse, donc je ne suis pas diplômé de ça. Et tu vois, finalement on peut réussir, on s'en fout. Tant que t'as le feu sacré, tout va bien, quoi. Exactement. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. Je remercie Thibaut Dupieris pour le montage et les équipes de Conseil Finance et Transmission pour leur soutien sur cette belle aventure. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Ce projet n'est pas seulement le mien, je tiens à ce qu'il évolue avec ses auditeurs.